Il est 8h17 sur studiocalita.com. Comme vous l'avez compris, nous bouleversons un peu notre programme de cette heure d'actualité parce que nous attendons Florence Drori qui est en marche, je dirais, vers notre studio, mais qui est apparemment bloqué dans certains embouteillages au cœur de Jérusalem. Alors, pour essayer de lui ménager d'une certaine manière un temps de parole suffisant, nous essayons de bouleverser donc cette heure d'actualité et c'est la raison pour laquelle je vais vous présenter d'ores et déjà, un petit peu en avance, cette revue quotidienne de la presse et des médias israéliens. Une revue qui est consacrée en partie ce matin, encore une fois, au préparatif de la visite du président américain Donald Trump en Israël. Alors, ceux qui pensaient encore, après toutes les bévues de ces derniers jours, que le président Donald Trump allait tout de même annoncer lors de sa visite en Israël sa décision de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, eh bien, peuvent désormais déchanter. Selon un proche du président américain, Donald Trump a d'ores et déjà décidé de ne pas faire une telle annonce lors de son voyage, en tout cas pas pour l'instant. Motif, le président aspire à relancer le dialogue israélo-palestinien et il craint qu'une telle décision n'entrave la reprise de ce dialogue. Les deux parties israéliennes et palestiniennes ont exprimé le souhait de revenir à la table des négociations sans conditions préalables, a déclaré ce haut fonctionnaire américain. Nous pensons donc que ce n'est pas le moment adéquat pour annoncer le transfert de l'ambassade. Ce ne serait pas intelligent de le faire maintenant, mais par la suite, nous ferons une nouvelle évaluation de la situation. Fin de citation. Selon la seconde chaîne de télévision israélienne, qui est la première à annoncer cette information hier soir, cette information est donc répercutée ce matin en page d'ouverture des principaux sites d'information israéliens et même des quotidiens comme le Yediot Aharonot. Nous soulignons également qu'hier, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, avait affirmé très clairement son soutien au transfert de l'ambassade. Elle avait même affirmé sans équivoque que le mur occidental était sous contrôle israélien, et ce afin de dissiper ou de tenter de dissiper les propos très, très surprenants du conseiller de presse de Donald Trump, Sean Spicer, qui avait hésité à propos du statut du Kotel et avait finalement affirmé, je cite, que le mur était bel et bien à Jérusalem. Au cours des 24 dernières heures, les sites d'information et les médias israéliens ont énoncé les bévues commises par l'administration Trump au cours des derniers jours, des bévues qui ont considérablement altéré l'enthousiasme des Israéliens en perspective de la visite présidentielle. D'abord, le débat sur le transfert de l'ambassade, qui est donc apparemment tranché au détriment d'Israël. Ensuite, cet incident diplomatique au mur occidental, puis les changements de programme de la visite du président en Israël avec l'abandon de Masada au profit d'un discours désormais au musée d'Israël à Jérusalem. Et enfin, ces révélations sur les secrets fournis par Israël aux États-Unis et divulgués par Trump à Sergei Lavrov. C'est ce sentiment de malaise grandissant qui apparemment a conduit Donald Trump à téléphoner à Benjamin Netanyahou avant-hier soir. Il semble que les deux leaders aient dialogué pendant 20 minutes. Ils auraient uniquement parler des préparatifs de ce voyage. Sachez également que le site Walla a révélé hier que, dans une volonté de relance du processus de paix, les Israéliens s'étaient déclarés prêts à faire des gestes de bonne volonté en direction des Palestiniens, des gestes d'ordre économique essentiellement. Hier, le ministre des Finances israélien Moshe Kahlon a dialogué avec son homologue palestinien de la teneur de ces mesures. Ce matin, Reshet Bet, la chaîne d'information du nouveau consortium médiatique, confirme que le Conseil des ministres de dimanche prochain devrait voter en faveur d'une série de mesures d'apaisement économique qui favoriseront donc le développement de l'économie palestinienne. Quant au Israël Hayom, qui semble vouloir éviter toute critique en direction du président Trump, eh bien, il cite le président américain qui, à défaut de déplacer l'ambassade des États-Unis, promet, je cite, dans son discours, de réaffirmer solennellement l'alliance entre Israël et les États-Unis. Cette alliance sera indestructible et devrait dire Donald Trump dans son discours. Il devrait également promettre d'œuvrer avec Israël pour lutter contre le terrorisme islamiste dans l'espoir d'en venir à bout. D'ailleurs, la seconde chaîne de télévision a annoncé hier soir que Jason Greenblatt, le proche conseiller de Donald Trump pour le Proche-Orient, arrivait ce matin à Jérusalem pour mettre une dernière touche aux arrangements qui pourraient se préciser dans le dossier israélo-palestinien durant la visite du président américain. Pour l'instant, on estime que Donald Trump ne présentera pas de plan de règlement et l'on n'est pas certain du tout qu'il ait l'intention donc même d'annoncer la relance du processus de paix durant cette visite. On le voit pour l'instant, les zones d'ombre et d'incertitude demeurent bien plus nombreuses que les zones claires et lumineuses dans la préparation de cette visite du président américain en Israël.
En marge, le Yediot Aharonot, lui, insiste également en première page sur les problèmes intérieurs de Donald Trump. Le journal affirme que s'il s'avère que le président avait bel et bien entravé le déroulement de l'enquête sur ses relations avec la Russie, eh bien, il risquait de se voir placé sous procédure d'impeachment, de destitution. Et Nadav Eyal admet que c'est Monsieur Balagan, c'est ainsi qu'il l'appelle le président Trump, qui arrive la semaine prochaine en Israël. D'ordinaire, écrit-il, c'était les Américains qui étaient toujours très précis, très professionnels dans la préparation de telles visites, tandis que les Israéliens étaient bien plus amateurs. Cette fois, c'est le contraire. Ce sont les Israéliens qui sont stupéfaits du comportement indécis des Américains. Il faut bien admettre que Netanyahou, qui a la réputation d'être souvent indécis, apparaît dans cette affaire comme un phare de stabilité comparé à Donald Trump. Et à Jérusalem, on peut presque entendre les Israéliens s'arracher les cheveux, écrit ce matin Nadav Eyal dans son éditorial. Et pour clore ce chapitre lié de près ou de loin à Jérusalem, le Israël Hayom publie ce matin des données parfois encourageantes et parfois plus inquiétantes sur la capitale israélienne, des données économiques et sociales. Il s'avère que selon un sondage, 92% des habitants de Jérusalem de plus de 20 ans sont satisfaits de vivre dans la capitale. Toutefois, il faut préciser que la ville continue à être l'une des plus pauvres du pays et qu'elle souffre d'une migration négative. Le Yediot Aharonot consacre, lui, ce matin, sa manchette et même un supplément spécial ce matin. Des révélations historiques 50 ans après le début de la guerre des 6 jours. Les protocoles secrets de la Commission interministérielle de sécurité du mois de juin 1967 sont rendus publics et le Yediot Aharonot nous les fait partager avec photos à l'appui. Le journal cite en manchette de ce supplément spécial celui qui était le Premier ministre de l'époque, Lévi Eshkol, qui avait réagi à la victoire israélienne. Ce sont là des journées historiques pour Israël et pour le peuple juif, mais nous devons commencer à réfléchir à ce que nous allons faire des Arabes. Le ministre de l'Éducation de l'époque, Zalman Aran, déclarait le 6 juin 1967, alors que l'on débattait pour ou contre la conquête de la Judée et de la Samarie par Tsahal, la Cisjordanie et la bande de Gaza, c'est 1 million d'Arabes. Peut-être que cela risque de nous faire du tort pour l'avenir, avait-il dit à l'époque. Mais le Yediot Aharonot souligne également que ces protocoles révèlent l'état de siège dans lequel se trouvait l'État d'Israël à la veille donc de la guerre des 6 jours. Les journaux et les médias israéliens nous font également partager ce matin un instant d'émotion. Avraham Asher Hassano avait été assassiné il y a 1 an et demi dans un attentat terroriste au sud de Hebron. Un camion palestinien l'avait alors fauché sur la route. Hier, sa famille s'est réunie à l'endroit précis où il a perdu la vie pour célébrer la Brit Mila de son petit-fils, né la semaine dernière. Là où notre père a perdu la vie, a expliqué sa fille Nathalie Shmueli, nous avons voulu célébrer la vie, celle de son petit-fils qui porte son nom, Asher, une source de joie. Et puis en politique intérieure, la seconde chaîne de télévision a annoncé que Binyamin Netanyahou souhaitait nommer le ministre du Tourisme, Yariv Levin, qui est l'un de ses proches, à un poste important, de ministre des Télécommunications. Mais Levin aurait décliné l'offre du Premier ministre qui ne semble pas vouloir maintenir à ce poste le ministre nommé provisoirement Tsachi Hanegbi. Et puis, puisque nous parlions au début de cette revue de la presse de Jérusalem, sachez que la ministre israélienne de la Culture a fait hier une apparition remarquée sur les marches du palais du Festival de Cannes. Miri Regev est en effet apparue dans une robe longue dont le motif n'était autre que les murailles de la vieille ville de Jérusalem, ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des photographes. Et le Yediot Aharonot nous montre une photo de cette robe en première page de son édition, tandis que le Haaretz parle de robe patriote de Miri Regev. Et puis, avant de terminer cette revue de la presse israélienne, sachez que plusieurs sites d'information en français, comme The Time of Israel, des sites d'information en Israël, relatent que la nouvelle ministre française de la Santé, le professeur Agnès Buzyn, est juive, fille d'un rescapé d'Auschwitz, Elie Buzyn, qui a aujourd'hui 88 ans et qui a vécu en Israël aux premières années de l'État hébreu avant de s'installer en France. On lui souhaite bien entendu beaucoup de réussite dans sa nouvelle mission dans le gouvernement, Philippe, le premier gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est la fin de cette revue de la presse israélienne, en espérant que Florence Drori nous a rejoints, qu'elle a réussi à braver les embouteillages et que nous allons pouvoir discuter ensemble de sa candidature, la candidature En Marche pour les législatives dans la 8e circonscription des Français de l'étranger. Ce sera dans quelques instants.